Ah bah, tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait pas se mettre la pression. Mais tu te la mets fatalement. Tu vois, quand je te disais que la pression, elle vient d'elle-même, moi, je ne fais pas ça pour me mettre la pression. Mais elle vient. Parce qu'on a des attentes de toi. Mes parents ont des attentes de moi scolairement. Mon père qui est enseignant, je t'ai dit, pour lui, si je rate une année, c'est terrible. Alors qu'en fait, pas grave. Enfin, je peux mourir, hein. Mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai mon préparateur physique, si j'arrive et que je suis pas au top, pour lui, c'est terrible. Tu mets la pression. Donc il faut tout le temps être au top. Et fatalement, bah, la pression, tu l'as et tu apprends à faire avec. Si vous tombez sur ce contenu pour la première fois, c'est normal, ça démarre, la chaîne a quelques épisodes. Mais si vous aimez ce contenu, que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, ça me rendra un grand service. J'ai envie d'aller chercher d'autres invités. On parle de sport, de performance, de bien-être et ça nous concerne tous. Alors on fait quoi pour les 1000 abonnés? Bonjour Romain, je suis enchantée de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Tu vas pouvoir te présenter, nous expliquer voilà, le sport que tu fais, parce que c'est pas un sport très très connu, quel rôle tu joues aussi, et puis voilà, comment tu vis ton activité sportive au quotidien et même dans le temps. Ce serait intéressant que tu nous partages ça. D'accord, bah déjà bonjour Audrey et merci pour l'invitation. Plaisir. Donc moi c'est Romain Raoul, j'ai 22 ans. Ça fait 12 ans, bientôt 13, que je fais du hockey subaquatique. Ça fait depuis 2022 que je joue à haut niveau. Voilà. Donc ça fait 3 ans. Voilà, c'est Ok. ma troisième année de haut niveau, c'est cette saison-là, Ok. en gros. Sportif de haut niveau, donc j'ai joué à Pessac toute ma carrière. Mhm. Et j'ai couplé ça avec les équipes de France depuis que j'ai 14 ans. Depuis que j'ai 14 ans, je suis entré dans le circuit des équipes de France avec les moins de 19 ans. Ouais. Donc, comment on rentre à l'époque, il fallait que le sélectionneur vienne sur les déplacements, il regardait un petit peu les joueurs, échanger avec les coachs. Et ensuite, les clubs se sont mis à proposer les joueurs pour D'accord. des stages de détection. Ouais, tu vois, entre 40 et 70 jeunes qui se retrouvent. Et à la fin, tu tires un groupe, tu pioches parmi les meilleurs, tu prends des joueurs, tu sélectionnes, et sur 1, 2, 3, 4 ans, tu les formes, tu les prépares et tu les tries. Et à D'accord. la fin, tu sors une équipe de 12 joueurs qui partent sur des championnats du monde, des championnats d'Europe, des choses comme ça. Toi, alors on va revenir quand même sur ce que c'est le hockey subaquatique pour Ok. expliquer. Mais là, je rebondis par rapport à ce que tu viens de dire. Toi, tu as participé à des championnats du monde ou des choses comme ça? J'en ai fait 2. J'ai fait Sheffield en 2019, quand Ok. j'étais en moins de 19 ans. J'ai fait Kuala Lumpur Ouais. en 2024. Donc là, j'étais en D'accord. moins de 24 ans pour le coup. Ok. On a eu une période de creux avec le Covid entre les deux, donc il y a rien eu. Ouais. Et là, je me prépare pour aller jouer à Geps. Je pense que la prononciation est bonne pour la Turquie. Ok. Je En savais pas où c'était. 2026. Voilà. J'avoue. Ok, d'accord, top. Bon, on va revenir un peu sur voilà, tout ce que tu fais, ta pratique niveau pro. Ce qui serait intéressant, ce serait que tu nous expliques c'est quoi le hockey subaquatique. Je ne te cache pas il y a quelques mois, je ne savais pas ce que c'était. Donc, c'est en D'accord. rencontrant voilà, France Mé, que tu connais aussi, que j'ai découvert ce sport. Et donc, en quoi ça consiste? Donc là, tu es sur un sport collectif qui a à peu près une soixantaine d'années. Ok. D'accord. C'est un sport qui se joue sous l'eau à 6 contre 6 avec 4 remplaçants. D'accord. Ok. Le palais en question, donc c'est un palais de plomb enrobé de plastique qui fait à peu près 1,5 kg, 1,3 kg pour les experts. Ok. Ce palais est donc plaqué au fond, puisqu'il est lesté. Et on joue en apnée, donc pas le masque tuba. Et l'objectif, voilà, c'est de faire circuler le palais et de marquer dans des buts. Ces buts, c'est quoi? Ce sont des espaces en inox, en fait, ou en plastique, qui vont faire 3 mètres de long pour à peu près 20 à 30 cm de haut, en gros. Ah oui, 20 à 30 ouais, haut comme ça, en fait. Ouais, à peu près, haut comme ça, plutôt, je dirais. D'accord. Et en fait, à l'intérieur de cet espace qui forme un angle droit, tu as une rigole et le palais doit tomber là-dedans. Cette D'accord. rigole, elle, fait 3 mètres de long. Oh, d'accord. Donc l'objectif, c'est de mettre le palais là-dedans. La durée d'un match, en gros, c'est à l'international 2 fois 15 minutes. Et tu as 3 minutes de mi-temps, 1 minute de temps mort par équipe.
Pardon, c'est le bruit qui me fait rire. J'essaie de pas rigoler. Oui, j'ai vu que tu restais Je suis concentré. content que tu aies rigolé. Oui, oui, oui. Désolée, mais on est dans un lieu, en fait, on n'a pas dit, il faut qu'on le dise. On est dans un lieu improbable. C'est une piscine municipale. Là, on a un espace bassin qui a été réaménagé en jeu pour enfants. Et donc, il y a une espèce de truc musical que je vais couper, qu'on n'entendra sûrement pas sur l'audio final. Mais voilà, c'est assez drôle, en fait, parce que c'est très vivant. Ici, il y a un Ouais. resto, et la piscine est là. Voilà, c'est très chouette comme lieu. Et ça m'a déconcentrée. Donc, tu disais, il y a une rigole de 3 mètres où Ouais. le palais donc, doit tomber dedans pour marquer. Voilà. 2 fois 15 minutes. Il y a une pause au milieu. C'est ça. Longtemps? Vous reposez La longtemps? pause, c'est 3 minutes. Ah ouais, c'est que dalle, quoi. C'est pas très long. Après, c'est un sport où tu peux échanger avec ton remplaçant autant de fois que tu veux et à peu près quand tu veux. D'accord. Voilà. Donc OK. ça aide. Au niveau de l'arbitrage, tu as 3 arbitres dans l'eau, donc à 3 positions différentes pour voir Ouais. un maximum les actions. Ouais. Et un arbitre hors de l'eau qui, lui, a un klaxon. OK. Quand on joue, on n'entend pas ce qui se passe dehors. Mmh. Donc en fait, lui, il a un klaxon qui est directement sous l'eau. Il appuie sur le bouton dès qu'un arbitre aquatique signale une faute, ça arrête le jeu. Et lui reproduit la faute que donc les arbitres ont vue. D'accord. Ils font un signe pour la distinguer et l'arbitre de surface va la mimer pour que derrière tous les joueurs n'aient qu'une seule personne à regarder. OK. Voilà, ça marche comme ça. Et c'est vrai que vous avez cette problématique de ne rien entendre. Finalement, sous l'eau, vous pouvez pas communiquer, en fait. Enfin, comment vous communiquez? Si, j'imagine que vous pouvez communiquer, mais Alors, comment vous faites? moi, j'ai tendance à dire que le hockey subaquatique, c'est le sport collectif par excellence, justement parce que les gens ne peuvent pas parler. Ouais. Tu peux pas dire fais-moi la passe, Et oui, c'est j'ai ça. le ballon, un truc comme ça. Tu peux pas dire ça. Donc en fait, déjà, la tactique doit être super bien rodée avant. Savoir exactement qui doit être où au bon moment. Faut savoir que c'est un jeu qui se passe en gros, comme on peut pas tous être tout le temps sous l'eau, c'est de l'apnée, ça va fonctionner sur des relais. Mmh. Donc il faut savoir quand être à un endroit par rapport à l'autre. Donc pour ça, il faut se connaître. Et ensuite, il faut être observateur. En sachant que quand tu as un masque et que tu es sous l'eau, tu ne vois pas aussi bien que quand tu es dehors dans la rue. Ouais, ça vous met une sacrée contrainte, enfin contrainte, préparation Mhm. plutôt, de tout ce que tu me dis en fait, de savoir un peu, qui est là, quand, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce Ouais. qui est prévu, vu qu'on peut pas crier: «Hey, fais-moi la passe!» Un changement de tactique, quel que soit le niveau de l'équipe que tu as, c'est au moins 1 à 2 ans de préparation. Avant d'avoir à la fin une équipe qui est vraiment capable de produire quelque chose d'intéressant ensemble. Tu as au moins 1 à 2 ans de préparation. Donc ça veut dire qu'on peut considérer que les équipes sont fixes, les plus fixes possibles pendant 1 an ou 2? Voilà, tu vas avoir du turnover, notamment, tu vois, dans mon club, on a essayé de former un maximum de jeunes pendant longtemps, donc on en a intégré beaucoup. Hem, Tu vas avoir du renouvellement, comme dans tous les sports. Mais l'objectif, voilà, c'est de garder une ligne de trajectoire sur un objectif final qui doit rester la même. Mmh. C'est pratique à l'échelle d'une équipe de France, puisque ton échéance, c'est tous les 2 ans, tous les 4 ans. Donc là, ça va. Mais à l'échelle d'un club où tu vas avoir des échéances tous les 2 mois, par exemple, Ouais, c'est plus compliqué. compliqué. Donc c'est vraiment plus une idée qui va se préparer sur un long terme et on sait très bien qu'il va y avoir du turnover régulièrement. Ça me fait penser à ce que disait, je sais plus si France Mé sûrement, sur les stratégies entre les différentes équipes et que c'était des choses qui devaient être, gardées secrètes en fait, parce que vous développez vos stratégies pendant 1 an, 2 ans et cetera et donc c'est des choses que vous gardez secrètes par rapport aux autres équipes? Oui et non. Il y a des choses qu'on essaie de se garder pour nous, bien sûr, mais il faut savoir qu'une stratégie, c'est du sur-mesure. Tu fais ta stratégie par rapport aux joueurs que tu as, Mmh. par rapport donc ce que tu vas essayer de développer, Mmh. Mmh. en fonction des gabarits, en fonction des styles de jeu, en fonction de l'expérience de chacun. Tu vas pouvoir placer les joueurs à certains postes, mais donc fatalement, tu vas pas avoir la même composition. C'est-à-dire que copier la tactique des champions de France, par exemple, en se disant bah, si je fais comme eux, je vais être champion de France, ça marche pas. OK. C'est très très, spécifique C'est très à spécifique l'équipe à en une question. équipe. D'accord. OK. Maintenant, on veut que ça reste secret, non pas pour copier, mais pour ne pas quand les adversaires anticipent nos actions. Oui, voilà, oui. C'est là où il faut la grosse difficulté de notre sport, ça va être la création de combinaisons. Tu vois, comme tu peux le voir au rugby, des fois, tu peux avoir un enchaînement de passes qui va se faire et en fait, ça a été préparé en amont à l'entraînement. Dans le hockey subaquatique, c'est toujours plus compliqué puisque tu n'as pas de communication extérieure.
tu es moins agile. Dans la mesure où tu n'as que 6 joueurs, les combinaisons, c'est vite limité. T'as pas d'oxygène non Tu n'as plus? pas d'oxygène. Et tu as une Pardon. visibilité qui est réduite. Oui, Donc, en fait, donc le tout waouh! limité, Je trouve mais ça ça se fait. c'est incroyable. Non, mais franchement, quand j'ai découvert ce sport, je me suis dit: «Les warriors, quoi». C'est, genre, tu mets, plein de choses compliquées ensemble et tu le fais, quoi, tu vois? J'ai vraiment eu ce alors comment t'en es venu là? Comment t'as découvert, toi, ce sport incroyable? Et comment et voilà. Moi, je l'ai rencontré par le biais de mon père, en fait, qui lui-même en faisait. Maintenant, tu te demandes peut-être comment lui en est arrivé là. Lui et beaucoup d'amis faisaient de la pêche sous-marine, en fait, Ouais, dans des clubs de pêche sous-marine. OK. Et le propre de notre région, c'est la pêche sous-marine l'été. Sauf que, pareil, sport d'apnée, l'apnée, ça fait partie de ces capacités du corps qui s'entraînent, mais qui vont très vite diminuer si tu les entretiens pas. Donc en fait, la problématique, c'était arriver à la saison de pêche en juillet, juin, prêt, en n'ayant pas fait d'apnée pendant des mois. Ouais, Donc il fallait trouver un sport où tu pouvais faire de l'apnée. Et d'accord. la plupart de ces gars venaient déjà du rugby. Et donc en fait, petit à petit, ils voulaient un sport collectif qui soit un sport de contact, avec un état d'esprit assez proche, et qui derrière puisse les entraîner pour la saison de pêche, donc natation et apnée. Et donc c'est comme ça qu'ils se retrouvaient là-dedans, comme plein d'autres, en fait finalement. D'accord. Ma génération, c'est un petit peu différent. Par le biais de la médiatisation et puis le sport s'est développé, tu en as Oui. beaucoup qui ont rencontré ce sport par le biais d'omnisport ou quoi, et qui en font pour en faire. Tu vois. Alors que moi, je vais en faire pour en faire, mais je veux aussi en faire pour mes loisirs à côté d'été, j'ai envie de dire. C'est-à-dire pour tes loisirs d'été? Pour faire de la pêche sous-marine, pour faire de l'apnée Voilà, oui, en eau d'accord. libre ou Oui, des choses oui. comme ça. C'est utile, pour te maintenir dans des bonnes conditions physiques, Exactement, pour d'autres choses qui te plaisent, en fait. exactement. D'accord. OK. Au OK. départ, le projet, c'était ça. Ouais, ouais. Ouais, non, mais c'est hyper intéressant, en fait. Et donc tu as commencé à quel âge? Donc moi, j'avais essayé, j'avais 6-7 ans, mais j'étais un peu trop jeune. Donc Mmh. j'ai pas vraiment accroché, je suis parti. Et après, j'ai vraiment commencé à 8 ans. Ouais, c'est jeune quand Huit même. neuf ans. Mais c'est vrai que, bah, voilà, vu que ton père en faisait, évidemment, ça inspire plus et on est plus, Oui, c'était un voilà, on moment trouve la père-fils, oui, en voilà, fait, au c'est ça, départ. on trouve plus facilement, le sport et cetera, le lieu où en faire et cetera. Mais OK, d'accord. Du coup, tu es un bon nageur? Alors, oui, par rapport au commun des mortels, je suis un bon nageur. OK. Maintenant, par rapport à quelqu'un qui fait de la natation en club, c'est un sport qui est très, très différent. Mmh. Quelqu'un qui fait vraiment de la natation nage mieux que moi. D'accord. J'ai pas la prétention de dire que je nage aussi bien que quelqu'un qui fait de la natation au même niveau que moi. Je Mmh. fais du hockey. Ouais. Il y a un nageur de haut niveau, à mon âge, il est soit professionnel, soit il est au moins dans un parcours de formation pro. Ouais. Et il va nager peut-être 40 heures par semaine. Mmh. Moi, je suis pas dans ce cadre-là parce que je suis amateur. Ouais. Et ensuite, il faut bien comprendre que la notion d'hydrodynamisme au hockey, à la mesure où tu n'as pas un équipement très approprié des fois, euh, C'est-à-dire? les palmes, le masque, le Oui, ça tuba, freine, OK. plus le palais au fond de l'eau qui frotte et Mmh. qui est lourd, Mmh. plus le fait qu'on n'ait pas toujours une position idéale parce que c'est un sport où le but c'est de jouer au hockey, c'est pas Mmh. forcément de nager au départ. Ouais, ouais, Donc ouais. je suis un bon nageur, Ouais. mais ça peut paraître décevant sur mes performances par rapport à quelqu'un qui fait de la natation pure. Oui, après tu as pas peut-être, tu as pas développé autant de technicité de Ouais. natation, on va dire, enfin voilà, sur du 25 mètres, sur du Mhm. mais tu t'entraînes en natation, j'imagine quand Bien même? sûr, ça fait partie des fondamentaux de notre sport. Comme tu vas la course à pied, tu vas la muscu. Donc vous faites de la course à pied? Ouais. C'est dans votre programme, ou Le- c'est La course à pied, oui, ça fait à haut niveau, ça fait partie de la programmation. alors du coup, on va en parler. À haut niveau, qu'est-ce qui fait partie de la programmation? Et tu vas nous expliquer aussi ce que tu entends par haut niveau, derrière et ce que ça implique, en nombre d'équipes, enfin et cetera, parce qu'on se rend pas bien compte. Mais du coup, ce serait quoi c'est quoi la programmation à haut niveau? Alors, il faut savoir, quand tu rentres dans le circuit du haut niveau, les projets, tu les vois à long terme. D'accord? Quand tu formes un athlète à haut niveau, tu ne le formes pas pour une saison. Tu le formes peut-être pour 5, 10 saisons, tu vois, en sachant que son corps va évoluer, etc. Ensuite, sur la programmation, il faut un athlète qui est complet. Complet et qui va derrière arriver à développer beaucoup de qualités et surtout des qualités d'endurance, de mental ou quoi, parce que le plus dur dans la compétition, c'est pas tellement de jouer au hockey, c'est de la tenir, la compétition. Oui. Donc, tu as le hockey subaquatique. Mmh. Évidemment, il faut jouer pour être bon. Ça commence par là.
Tu vas avoir la natation et l'apnée, je mets les 2 dans le même panier, OK. même si c'est pas la même chose. Oui, OK. Nous, on regroupe les 2, donc c'est bon. Oui, oui, vous vous entraînez sur les 2. C'est ça. Indispensable pour être, à l'aise dans l'eau, pour être rapide, pour, voilà, être, j'ai envie de dire, ne pas avoir cette charge en plus à se préoccuper. Oui, Ça doit être faut plus que ce naturel. soit un sujet, comme si tu marchais, en fait. Voilà, c'est OK. naturel. Tu as la musculation. Mmh. Pourquoi? C'est un sport de contact, donc déjà, il faut pas se blesser. Ouais. Quand tu mets une grosse charge d'entraînement, bah, tu te blesses. Il faut, ne pas trop subir les impacts, mais les faire subir. Donc pour ça, il faut avoir une condition physique qui soit supérieure à celle Mais de ton adversaire. mais ça cogne un peu sous l'eau? Ouais, beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. Beaucoup plus que ce qu'on pourrait penser. On a un équipement pour nous protéger qui est quand même très limité. Ouais. Et derrière, honnêtement, quand tu as la puissance, que tu as l'habitude, tu tapes très fort. OK. Très très fort. Beaucoup plus que quelqu'un qui va faire une initiation, par exemple, parce que voilà, les gens sont pas à l'aise dans l'eau, mais comme je te l'ai dit, nous, c'est plus un sujet. Oui, oui, oui. Vous êtes Donc, à l'aise, vous y allez donc on tape fort. et ça OK, OK, ça y va, OK, Donc il y a d'accord. ce rapport de poids-puissance qui est super important dans un sport de contact. Et ben nous, comme tout sport de contact, on doit aussi le gérer. La course à pied, qu'est-ce qu'elle vient faire dans tout ça? Ouais. Tu vas me dire. La course à pied, ça fait partie du travail de fond d'un athlète. Mmh. Tous les athlètes en font. Mmh. Pourquoi? Parce que ça permet de travailler le cardio, ça permet de travailler le mental, ça permet de faire circuler le sang et l'oxygène qui va avec. Mmh. Donc pour la récupération, c'est top. Au final, ça te permet de faire une programmation aussi complète, en Mmh. fait, d'arriver et d'être prêt à toute éventualité. Ouais. Tu es prêt à toute éventualité. Ouais, ouais. D'accord. Et toi, tu t'entraînes combien de alors, ça va être différent en fonction des périodes de l'année, tu me disais tout à l'heure et tu vas nous expliquer. Mais dans un entraînement, on va dire, normal, une semaine classique, ça ressemble à quoi? Alors, ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée, mais là c'est pareil, quand tu fais de la préparation physique, il n'y a pas de semaine enfin il n'y a pas 2 semaines qui vont vraiment se ressembler. Ouais. Normalement, tu fais ça sur plusieurs semaines avec une charge de travail qui va augmenter et puis diminuer, puis Ouais. pour réaugmenter derrière. Ouais, OK. Une semaine à haute intensité, c'est dans l'idéal au moins 2 entraînements par jour. 2 entraînements qui font 1 heure et demie par jour. D'accord. Donc ça, c'est un petit peu avant les grosses échéances? Voilà, non, non, pas forcément. En fait, si tu veux, tu vas faire une première semaine où c'est vraiment de la petite intensité. Mmh. Une semaine où c'est l'intensité classique, où tu vas faire, je sais pas moi, 7-10 séances dans la semaine. Mmh. Une semaine à haute intensité. D'accord. Là, il faut faire le double. Mmh. Et après, tu décharges complètement. Tu mets plus des poids au maximum. Tu cours pas jusqu'à te mettre dans le rouge. Et derrière, tu vas faire que peut-être que 3 ou 4 séances. Tu vois. Mmh. Et après, tu repars. Ah, tu es en train de m'expliquer qu'il y a un cycle de 3 semaines? C'est ça. Tu as Ah, OK. théoriquement 4 semaines, si tu as la semaine de récup dedans. Mais en gros, tu as 3 semaines où tu montes en intensité. OK. Une Oui, semaine où oui, tu oui, descends. oui, Et oui. après, tu remontes. Et l'objectif, c'est à chaque fois d'arriver à faire plus sur ta semaine la plus forte. En gros, c'est ça. D'accord. Donc, moi, il faut savoir que je suis étudiant en chirurgie dentaire depuis. Enfin, je suis en 5e année là. C'est une année qui, pour moi, est cruciale. Autant que la première année. Puisque je valide cette année, je sors du cursus purement théorique. Ouais. Donc, j'ai cette charge-là. Derrière, je vais faire un concours national pour les spécialités. Donc, ça fait une charge en plus. Mmh. Donc, bah, fatalement, je suis non pas que rythmé par les compètes ou l'entraînement, mais aussi et surtout par mes examens. Ouais. Et la charge de travail que je vais avoir, la pression qu'on va me mettre à l'hôpital ou des choses comme ça. Ouais. Donc, Alors comment tu gères ça justement? Comment tu as géré cette année? Parce que là, tu sors, des examens. tu sors d'examen et bon après tu as encore d'autres échéances derrière, hein, mais du Ouais. coup, comment tu arrives à gérer, le fait que, bah, tu ne fais pas que du hockey subaquatique et que tu as aussi tes challenges, perso à côté? Pro? Bah, c'est difficile. Déjà, la première chose à faire dans cette situation-là, c'est accepter la frustration. Il faut l'accepter. Il faut accepter que si tu ne passes pas ta vie à étudier, si tu ne vis pas comme un étudiant classique, bah déjà, tu n'auras pas une vie étudiante classique. Je sors très très peu. Pourquoi? Parce que je suis à droite à gauche à faire du sport. Scolairement, mon maximum de niveau d'exigence n'est peut-être pas le même que quelqu'un qui n'a que ça à faire, Mmh. réviser. Donc là, c'est pareil. Tu peux pas gagner tous les combats à la fois. Donc il faut savoir que professionnellement ou scolairement, tu seras peut-être un peu moins bon. Mmh. Ou du moins, à un instant T, tu seras moins bon. Mmh. Ça se rattrape, hein, toujours. Ça se rattrape toujours. Oui, oui, mais Mais oui. sur un instant qui est court, Mmh. tu es en retard. Mmh. Et après, sportivement, pareil.
par rapport à quelqu'un qui passe sa vie à s'entraîner, toi, bah, il faut que tu ailles faire des gardes à l'hôpital. Il faut que tu ailles en cours, il faut que tu ailles en TP. Et derrière, s'il y a besoin de réviser jusqu'à 23h, minuit pour l'examen de demain, bah, tu Oui, il révises jusqu'à faut y 23h, être. minuit. Mmh. Donc tu vas peut-être sauter dans l'entraînement, le lendemain tu vas être épuisé. Et mon métier, c'est pas un métier manuel, c'est un métier qui consiste à être assis sur une chaise. Mmh. Et le métier d'étudiant, c'est un métier où tu es assis sur une chaise. Mmh. Donc au final, c'est très dur d'allier les deux. C'est très dur pour la condition physique Ah oui, d'accord, OK. et Parce que c'est je me très dur disais, mais en fait, scolairement. tu peux te reposer quand tu es assis sur ta chaise d'étudiant, Ouais. physiquement, j'entends. Et du coup, tu as un peu plus de pêche quand tu vas t'entraîner, Hmm. parce que du coup, ton corps a envie de bouger. Ça fonctionne pas, ça? Ça fonctionne, oui. Le problème, c'est qu'il faut avoir le temps de pouvoir bouger. Oui. Tu vois, par exemple, ça m'arrive d'être en conférence jusqu'à 21h, 21h30. Oui, et donc tu as loupé l'entraînement, et cetera. Voilà. Et après, il faut comprendre que ben, faire des études, c'est très dur. Psychologiquement, c'est très épuisant. Parce que ben, voilà, mettre le cerveau Oui, à oui, non, fond mais c'est pendant un sûr. mois ou deux, ça, c'est fatigant. Et On après, le la sent, fatigue sportive. on sent la fatigue qui est Ouais. encore un peu là. Là, je sens juste de la fatigue, justement. Ouais, 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 bah, tu t'es vite remis alors. Et la fatigue sportive, ouais, tu disais? La fatigue sportive, c'est une fatigue qui est très insidieuse parce que c'est une fatigue qui est sur le long terme. Tu as ton effort sur le moment qui t'a épuisé, ok, d'accord, Mmh. mais à force de grosses charges de travail, ton corps s'épuise Mmh. au bout d'un moment. Quel que soit ton âge, quelle que soit ton alimentation, ton corps finit par s'épuiser. On a tous besoin d'une trêve, Ouais, généralement estivale ouais. ou hivernale pour certains. On a tous besoin d'une pause parce que ton corps s'épuise. Et en fait, quand ton corps est épuisé, bah, tu révises moins aussi. Mmh. Et donc, en fait, tu es toujours le cul entre deux chaises à jouer sur cette ambivalence, à savoir est-ce que je vais chercher à être plus fort scolairement, sportivement. Et alors, bah, Le curseur est dur à placer. ouais, comment tu fais pour le placer du coup? Est-ce que c'est par rapport aux deadlines, aux échéances que tu as, que tu vas justement placer ton curseur, dire, «Bon là, il faut que je mette, le boost là-dessus, le boost là-dessus», enfin, comment tu arrives un petit peu à faire tes choix? Est-ce que des fois tu as regretté certains choix? D'énergie d'un côté ou de l'autre? Regretter, non. Je l'ai toujours fait en connaissance de cause Mmh. et je ne regrette rien. Parce que j'ai vécu des expériences qui sont formidables à travers le sport et que je n'aurais jamais vécu ailleurs. À côté de ça, j'ai pas raté mes études. Scolairement, je m'en sors très bien. Je suis dans des études qui sont très sélectives et malgré tout, je valide tous les ans mon année. Donc finalement, je ne regrette rien. Ouais. Mais en gros, disons que le calendrier est rythmé par les échéances, examens, compètes, etc. Et l'énergie que tu vas mettre, je le place moi sur des objectifs. Ouais. Sur des objectifs de performance physique, sur des tests physiques. Mmh. Il faut que je sois à tel niveau, à telle date. OK, Point. Mon niveau de jeu, il faut que j'arrive à produire tel jeu à telle date. d'accord. Scolairement, c'est pareil. Je sais très bien que je ne vais pas pouvoir aller aussi vite que les autres. Mmh. C'est normal. Mais il faut que le jour J, j'ai tel niveau. Je puisse, quand j'arrive face à mon patient, proposer certaines thérapeutiques en étant sûr de moi. Mmh. Et je sais qu'il y a des périodes où il y a des thérapeutiques où je serai moins à l'aise. Il y en a où je dois être très à l'aise et je fonctionne par objectif. Là, aujourd'hui, il y a des domaines où je suis à l'aise. Et il y en a d'autres où je le suis moins, je le saurai. J'ai prévu de l'être pour mars-avril. C'est ce que j'allais dire. Là, Tu vois. du coup, tu te prévois ton planning sur quoi? 6 mois, 1 an avec tes objectifs, tes gros objectifs? Alors, C'est quelque chose scolairement ou que sportivement? bah, les 2. Est-ce que c'est quelque chose que tu écris, que enfin, qui est vraiment, consigné quelque part? Est-ce que c'est juste dans ta tête ou, tu t'es dit, «Bon, c'est comme ça, c'est pas autrement»? Voilà, juste pour savoir. Ça a évolué, ça. Ça a beaucoup évolué. Quand j'étais en première année de médecine, j'ai dédié ma vie à mes études. Je m'entraînais une fois par semaine, juste pour me vider la tête. Donc là, je m'organisais à l'échelle de semaines et à l'échelle de mois et demi. Mmh. Comme ça, j'avais mon demi-semestre, première demi-semestre, deuxième demi-semestre. Quand je suis passé en deuxième année, troisième année, là, j'ai dédié ma vie au sport. Donc les études, je me lève le matin, j'ai envie de faire de la prothèse, bah, je vais faire de la prothèse. J'ai envie de faire de la chirurgie, bah, je vais faire de la chirurgie. Je vais faire de l'anatomie, je vais faire de l'anatomie. J'étais plus, on va dire, bohème sur ma façon de réviser. Le chirurgien dentiste bohème. Voilà, c'est ça. Alors que sportivement, j'étais hyper carré. Ouais. Je suis arrivé en quatrième année, là, il a fallu commencer à mettre un peu plus les watts scolairement. Mmh. Donc là, bon, bah, tu essaies de te fixer des objectifs, comme au sport, mais c'était de la préparation physique avant tout. Jusqu'à ma quatrième année, c'était la préparation physique.
Là, je suis en 5e année, c'est plus tout à fait les mêmes priorités. Ouais. Donc, je fonctionne scolairement comme je fonctionnais sur le sport avant. C'est-à-dire, j'ai mon Ouais. échéance fin mai, c'est mon concours. Mon Ouais, ouais. oral Tu as remis mi-mai. ton focus. Voilà. Je prépare ça depuis avril dernier, mai dernier. Mmh. Et donc, sur un an, je prépare ça. Mmh. Je sais qu'à fin août, avant d'attaquer la rentrée, je dois avoir tel niveau sur certaines matières, sur certains domaines. Ouais, ouais. Quand j'arrive là, tu vois, en décembre, je dois avoir un certain niveau sur certains domaines, en sachant qu'il y a des domaines où je serai moins exigeant parce que le sport fait que je peux pas être exigeant partout. Oui, oui. Oui, non, mais après, Mais je c'est fonctionne des par choix. objectif et en fait, la préparation physique que je faisais dans le sport, maintenant c'est de la préparation intellectuelle sur mes cours. J'ai Ah, transposé cette préparation. j'aime beaucoup la transposition. Je trouve ça hyper intéressant et je pense que c'est très pertinent. Et je pense qu'il y a plein de sportifs qui le font, ça. Je pense qu'on le fait tous. Ouais. À partir du moment où tu veux faire des études et du sport, t'as pas le choix. Oui, et puis je pense que à partir du moment où tu fais une vraie préparation sportive, en fait, tu peux transposer toutes les choses que tu vas apprendre d'organisation, de mental, etc., sur d'autres domaines finalement. Oui, bien sûr. C'est le gros intérêt du sport, c'est que c'est transposable à la vie courante. Mm, Que ce soit sur ta manière de t'adresser aux gens, sur ta manière de vivre en société, mm, sur ta manière d'appréhender l'échec mm, ou les difficultés. complètement. Mais scolairement, tu sais, on m'a toujours dit, quelque chose qui m'a toujours dérangé, c'est tu peux pas faire du sport et des études. Mm. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que pour être bon dans les études, être bon dans le sport, ça aide. Trop bien. Ça aide parce que justement, tu apprends des choses à travers le sport que tu n'apprendras jamais à travers les études. Ouais. Et tu apprends des choses dans les études que tu n'apprends pas dans le sport. Mm. Que ce soit sur des sensations personnelles ou sur de la préparation, tu vois, avec ton coach ou quoi. Moi, je sais que toute ma préparation en études sup est vraiment calquée sur ma préparation physique. Hein. Ouais. C'est super. Et ça a l'air d'être efficace. Pour le moment, ça marche. Pour le moment, ça marche. Alors, je ne suis pas le premier de ma promo pour autant, hein, mais pour le moment, ça marche. Et au niveau du hockey, du coup, je reviens sur le hockey subaquatique. Toi, tu as été en équipe de France, tu es en équipe de France. Enfin, vas-y, explique-nous en fait. Alors, être en équipe de France, c'est quelque chose de très temporaire. D'accord. Combien de temps ça dure? Alors, ça dure à partir du moment où tu es sélectionné. Mhm. Donc, moi, par exemple, la sélection cette saison, c'est fin mars. Je serai en équipe de France si je suis sélectionné à partir de fin mars. D'accord. Ça s'arrête dès que la compétition est finie. Ok. Donc, par exemple, la compétition, si elle finit le 27 juillet, admettons, je suis en équipe de France de fin mars jusqu'au 27 juillet. D'accord. Ok, donc c'est quelques mois dans l'année. C'est temporaire. C'est pour ça qu'on parle de nombre de sélections en équipe de France, de joueurs capés. Oui, oui. Voilà, c'est ça, justement. Alors, combien de fois tu as été sélectionné en équipe de France? Donc, moi, j'ai été sélectionné 3 fois. J'ai été sélectionné 2 fois. Ouais. Et là, je vais essayer d'être sélectionné une 3e fois. Ouais. Voilà. Nous, l'équipe de France, ça a du sens pour. On n'a pas de tournée d'été, tournée d'automne, en Nouvelle-Zélande ou quoi, comme tu peux avoir au rugby. Donc, nous, c'est vraiment des championnats continentaux Ouais. pour te qualifier sur les championnats du monde et des championnats du monde, en gros. Ok. Donc, moi, j'ai fait 2 championnats du monde. Lesquels? Sheffield, Ah oui, tu l'as en dit moins de tout à l'heure, 19 pardon. ans, et Ouais. Kuala Lumpur, en moins de 24 ans. Excuse-moi. T'inquiète, ça fait beaucoup d'infos à la fois. Je comprends. Non, non, mais ça va quand même. C'est quoi la particularité? Enfin, comment vous êtes accompagné pour vous préparer en équipe de France? Vous avez un peu de staff? Vous avez des stages? C'est quoi un peu le format? Donc le format, en gros, tu as un stage de détection, ce que je t'expliquais tout à l'heure, en Ouais. fait, où on se retrouve, on joue, et on voit qui pourrait avoir le potentiel d'être bon le jour J. Ok. Donc le jour de la compète. Même si c'est dans 2 ans, c'est-à-dire qu'il faut, Mm. pour les coachs, ça c'est dur, parce qu'il faut vraiment se projeter. Hein. Mm. Et derrière, en fait, régulièrement, ça peut être tous les mois, tous les 2 mois, tu vas avoir des stages. Ok. C'est un week-end, en fait, où tu te retrouves Mm. avec ton groupe de travail. Tu as 2 types de stages. Un stage de préparation, on travaille. On travaille, on va à la muscu, on va courir, on va nager et on fait beaucoup de hockey. Mhm. Et on entraîne les joueurs pour le mondial. Et tu as des stages de sélection. Là, on va mettre l'accent sur des tests physiques, Mhm. voir où tu en es par rapport aux autres, voir ce que tu as été capable de développer. Et on fait du hockey, beaucoup. Et à la fin, on élimine des joueurs. Ok. On réduit le groupe, en D'accord. gros. Et à la fin, tu arrives, normalement, tu dois avoir 12 joueurs. Une équipe, c'est 12 joueurs. 10, donc 4 remplaçants, Et 6 six, en ouais. match.
et 2 réservistes qui vont tourner d'un match à l'autre. D'accord. En gros, ça marche comme ça. Donc, tu dois sélectionner 12 mecs sur peut-être 30, 40, 60, 80 qui allaient au D'accord. départ. Il y a combien de personnes qui sont en France, enfin, si on parle un petit peu de nombre, Ouais. euh, ça représente quoi à peu près comme nombre de personnes, les gens qui sont... Qui font les stages de sélection, tu veux dire? Ouais, Ça dépend d'une catégorie à l'autre. Là, tu vois, les moins de 19 ans, je crois qu'ils étaient 70. d'accord. Ils étaient 70, partis à 70. Moins de 19 ans, ils vont recruter des jeunes qui ont entre 14 et 16 ans. Mhm. Donc, sur une tranche de 14 à 16 ans, ils en ont trouvé 70. D'accord. Enfin, on leur en a proposé 70. Ils ont choisi de voir tout le monde. Donc, ça veut dire beaucoup, une détection sur Ouais, plusieurs stages, fatalement. Nous, on était une quarantaine. d'accord. On était une quarantaine. En fonction de la catégorie dans laquelle tu joues, les gens ont plus ou moins d'espoir d'être sélectionnés. On pourrait se dire que dans la catégorie d'élite, c'est là où tu vas avoir le plus de monde. Et en fait, moi, j'ai fait des sélections en élite, des détections en élite, et il n'y avait pas tant de monde que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as ceux qui sont jeunes et qui préparent l'élite, Mhm. la relève. Moi, je fais Mhm. partie de la relève. Mhm. Ceux qui sont en élite et qui Mhm. viennent jouer leur place. Et Mhm. ceux qui aimeraient rentrer, mais dans le lot, c'est souvent des gens qui se disent j'ai une place pour aller jouer en élite. Mhm. Donc, ils sont souvent dans l'entre-deux, relève, élite. Ouais, Donc, ça te fait pas un groupe très gros. Ouais, tu as une quarantaine de personnes. d'accord. Et toi, tu joues un rôle particulier les fois où tu as été en équipe de France? Alors, quand j'ai fait mon premier mondial, j'étais un des plus jeunes de l'équipe. Donc, mon rôle, c'était le gars discret. Et sur le deuxième mondial, par contre, j'ai un petit peu plus pris les devants. J'étais vice-capitaine de Ok, l'équipe. Et sur cette génération-là, je reste dans la même catégorie, où j'ai été vice-capitaine juste avant. Je tente une troisième sélection. Je suis le joueur qui a le plus d'expérience internationale du groupe. d'accord. Et à côté de ça, je suis un des plus vieux. Donc, bien sûr que j'ai un rôle à jouer. Mm. On n'a pas choisi de capitaine ou quoi aujourd'hui, donc je te dis pas qui je suis. Bien sûr. Mais j'ai un rôle auprès des autres dans le sens où ben, quand tu as besoin d'un conseil, quand tu as besoin de te remonter le moral, c'est moi qui vais le faire, tu vois. Ou même d'apporter des fois mon expérience de jeu. Ouais. Je demande toujours au coach d'avoir le radar. Et après, j'apporte ce que je peux apporter Ouais, c'est sur ce naturel sujet-là. parce que justement, tu as vécu déjà Ouais, ce qu'ils potentiel. vivent, ce que les plus jeunes arrivent et vivent, en fait, je l'ai vécu. Mm. Donc je sais ce que c'est. Ouais. Et à côté de ça, c'est important aussi, je pense, d'avoir un gars de l'équipe qui fait la même sélection que toi, qui est dans les mêmes conditions que toi, qui joue, qui a les mêmes problèmes que toi, qui ben, va pouvoir échanger avec toi sur ces sujets. Mm. Parce que tu vois, un coach, aussi ouvert soit-il, c'est peut-être quelqu'un qui a 30, 40 ans de plus que toi, qui n'a pas du tout la même vision du hockey parce que le sport a beaucoup évolué. Mm. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas les mêmes enjeux de vie que toi. Mm. Donc c'est toujours délicat. Et puis tu peux avoir peur que ça joue sur ta sélection. Moi, quand j'étais jeune, j'avais très peur de ma sélection. J'étais tout sauf certain. Et bah, tu parles pas au coach de tes problèmes, hein. Parce que tu te dis, imagine, ça peut me coûter cher. Je m'étais blessé au niveau des épaules, il était hors de question que j'en parle, hein. Ouais, Tu t'avais fais la... ta rééducation, ta muscu, et si t'as mal, tu serres les dents, hein. Faut pas que ça se voit. Alors que c'est ridicule de faire ça. Parce que le jour de la compète, bah, j'ai eu mal. Donc tu vas voir l'ostéopathe ou le kiné, et voilà. Mais Ah, maintenant, tu conseilles pas de ne pas en parler à son coach? je comprends qu'ils le fassent pas. Là-dessus, je leur donne pas de conseil. Mm. Honnêtement, c'est leur choix. Mm. C'est leur choix, je pourrais parfaitement comprendre que t'aies pas envie de montrer tes faiblesses. Ouais. Donc je C'est préfère ça, ne c'est rien dire. délicat en fait. Là-dessus, ils font ce qu'ils veulent. Et puis ça dépend du coach, ça dépend de la situation, peut-être aussi Ouais. du contexte. Ouais. L'important, c'est d'avoir conscience de ses limites, en fait. Mm. Tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas faire. Tu sais qu'il y a des choses où tu peux pas. Tu vois, toujours, on a fait de la muscu et bah, t'as tes limites. On n'a pas tous la même limite. Moi, par exemple, bah, là, justement, dernier stage, j'ai voulu faire plus lourd que ce que j'étais capable de faire. C'est ridicule, c'est le meilleur moyen de se faire mal. Et ça, c'est des choses que tu apprends parce que moi, par rapport aux joueurs de mon équipe, je suis un des plus vieux. Par rapport aux joueurs d'élite, je suis un des plus jeunes, hein. Ouais. Donc ça, c'est les vieux qui après te disent, bah, ça sert à rien. T'as voulu Mais soulever combien? bah, en fait, j'ai voulu soulever mon poids au développé couché, par exemple, donc c'est 90 kilos. Sauf que j'arrivais à le soulever en sortant du mondial de 2024, et entre-temps, bah, j'ai plus la prépa physique, j'ai des études qui ont pris le pas, donc j'arrive plus à soulever autant. Oui.
Et Oui, pas forcément en gros écart, mais j'y arrive plus, donc oui, ça oui, sert à puis pas rien. d'un coup, en fait, voilà, c'est aussi, Bien sûr, et en fait, ça sert à rien. mmh, Un mec qui va soulever 80 kilos et un qui va en soulever 90, à l'échelle de l'haltéro, c'est peut-être très important, mais à l'échelle du hockey, ça change pas oui, grand-chose. oui, 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 entre quelqu'un qui va en soulever 60 et un qui en fait 120, on va avoir une différence. oui, Mais 10 kilos, oui, oui, de toute tu façon, risques juste de te faire mal. ouais, oui, oui. C'est OK. Ouais, bon, tu es encore jeune aussi, Mais donc quand tu es jeune, tu as cette tu fougue tu et OK. mais bah, moi, tu vois, j'apprends tous les jours et j'essaie de transmettre un maximum de choses. Je pense que quand tu transmets, tu apprends. Mmh, Donc finalement, je me retrouve aussi dans l'équation. ouais, Faut voir OK, qu'il y en a certains, je les ai coachés, qui sont maintenant à moins de 19 ans ou quoi. ouais. Parce que j'ai tenu à coacher, alors j'ai pas pu le faire pendant longtemps, j'ai pu le faire pendant 2 ans. Mais coacher des jeunes, alors c'est des jeunes qui avaient entre 12 et 18 ans. Et je les entraînais, je les coachais toutes les semaines. On avait des créneaux pour ça. Ça Et t'a plu? ouais, franchement, ça a été une expérience de ouf. Parce que j'ai vu le sport différemment. J'ai appris des choses différemment, j'ai pris en maturité. Là, tu pars en compétition, bah, t'emmènes des mineurs en compète. Et ça, c'est mine de rien, Oui, c'est que c'est une t'as pas l'habitude. responsabilité. D'habitude, tu Mmh, viens, t'as ton sac, tu fais ton jeu, quoi. ouais. Là, tu viens, t'en as 12 qui sont là, t'as des parents qui disent, vous faites attention sur la route. Ça, c'est des choses, t'avais pas l'habitude avant, tu vois. Oups, on en a perdu un. Il La va revenir. classique. Mais ouais, ça a été une expérience de dingue et je pense que ça fait partie intégrante de cette préparation au haut niveau, tu vois. C'est la transmission. Bon, à mon échelle, c'est à mon âge, c'est trop tôt encore pour vraiment le faire, mais je vois les gars qui ont 30 ans, 32 ans et qui commencent à quitter l'élite, ben, ils le font avec nous. Ils prennent ce temps-là. Comment tu te projettes justement, par rapport à ce qu'on a dit? J'ai l'impression que tu as envie d'aller plus loin encore dans le sport, dans ce sport et puis potentiellement, derrière, c'est, coach, c'est quelque chose qui pourrait te enfin, je sais pas, hein, tu me dis, hein, si je Coach, je sais pas si je le ferai tout de suite. Là, tu vois, je l'ai fait pour des jeunes parce que j'avais l'opportunité avec un pote de le faire. Autrement, vraiment me lancer sur un projet de coaching, c'est quelque chose qui se fait à long terme, c'est quelque chose qui s'anticipe. Ça prend du temps, ça prend des moyens, donc je pense que ce sera vraiment plus tard. oui, Quand oui, je oui, je le serai vois quitté ma loin. carrière de joueur. Oui, voilà, c'est ça, là, oui, En tant que c'est ce joueur, que j'imaginais. je me suis donné un objectif il y a quelques temps, c'est d'atteindre mon prime de mon niveau à 28 ans, 28, 29. Il faut OK. qu'à cet âge-là, je sois au maximum de ce que je peux produire dans mon sport. Ah, tu as 22 ou 23? 22. 22, donc dans 4 ans. Non, Ouais, dans 6 6 ans. ans. 6, 7 ans. J'ai, me raccourcis pas les chances, s'il te plaît. Ouais, il faut se dépêcher. Ça raccourcit de minute en minute. Donc J'ai, dans 6 ans, ouais. j'ai 6-7 ans et en fait, moi, je veux atteindre le plus gros niveau possible, donc ça passe forcément par jouer en élite. Mmh, On verra quand est-ce que j'y rentrerai. bien sûr. Il y a un mondial qui se joue l'année prochaine, donc en juillet 2027, en Clermont-Ferrand d'ailleurs. Il sera chez nous. Ah! À la maison? Donc, c'est l'opportunité d'y aller, moi j'y vais. Ah ouais? Et puis, c'est moins fatigant en plus quand c'est, à Ouais, bah domicile? t'as pas le, t'as pas des conditions climatiques tropicales comme j'ai pu avoir en Malaisie, t'as pas le décalage horaire, t'as cet avantage-là, hein. Oui, Tu c'est es dans une ça. piscine dans laquelle t'as déjà joué, Ouais. donc c'est quand même assez pratique, mais j'ai conscience que c'est tôt pour moi, 2027. Mais en gros, l'objectif, c'est d'y rentrer assez rapidement, sans brûler les étapes, Ouais, mais d'y bien sûr. rentrer assez rapidement et à la fin d'atteindre le plus gros niveau possible. Ouais, trop Et bien. après, une fois que ça sera fait, là, on verra. Faut Mmh. savoir que professionnellement, je serai peut-être à un autre tournant dans ma carrière. Bien sûr. Mes études sont longues, mais à un moment donné, il faut arrêter d'étudier, il faut travailler, même si c'est une formation continue. Et bah, il y a des enjeux là-dessus Oui, oui, bien sûr, en qui sont fonction de si tu veux différents. faire des remplats, t'installer et cetera, c'est différent, bien sûr. C'est clair. Donc, si tu veux, je verrai à ce moment-là. Tout ce Oui, que oui, je veux, oui. là, mon objectif, c'est à 28 ans, être au top. OK, d'accord. En gros, c'est comme ça que je me projette. Et après, on verra. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des jeunes, qui ont envie de se lancer, que ce soit dans le hockey subaquatique ou d'autres, sports peut-être, comme conseil, bah, pour, rester motivé, aller le plus loin possible? Alors déjà, la première chose qui est très importante, c'est quand on dit je vais faire du foot, je vais faire du hand, je vais faire du hockey, on dit je vais aller jouer au hockey, je vais aller jouer au hand. C'est très important de garder cet aspect loisir. Ok. Moi, j'ai fait du handball aussi pendant longtemps, pendant 6 ans. Je jouais en sélection départementale, je faisais la sélection régionale. Euh,
Tu peux te mettre une grosse pression. J'ai vu des gars qui progressaient très vite, certes, mais qui se mettaient une grosse pression. Il faut savoir que ça doit rester un loisir. Même si dans le cadre de sport comme ça, il y a une carrière professionnelle à jouer derrière. Mmh. Tu peux en vivre de ton métier, de ton sport. Alors que moi, tu vois, je peux pas en vivre du hockey sur aquatique. Ouais. Donc, je peux comprendre que tu te mettes une pression, surtout qu'on sélectionne et on trie les jeunes toujours plus tôt, à des âges où ils sont pas forcément très mûrs, c'est encore leurs parents qui choisissent pour eux, ou alors ils savent pas trop où faut aller, donc pareil, ça joue sur la motivation, fatalement, tu sais pas trop où tu vas, bah, t'es moins motivé. Euh, Moi, j'en dirais de garder cet aspect de plaisir. Déjà, il faut que quand tu ailles à l'entraînement, ben, tu t'aies pas la boule au ventre. Il faut que tu sois dans une atmosphère qui est saine. Il Je faut te rejoins que sur le tu plaisir prennes plaisir là-dessus. et c'est très drôle parce que Steph André en parlait aussi sur un autre podcast, ce côté garder le plaisir en fait de ce qu'on fait. Ouais. Parce que finalement, on est meilleur aussi quand on y prend du plaisir. Mais est-ce qu'il ne faut pas se mettre un peu la pression quand même des fois? Tout dépend de ce que tu vises à la fin. Voilà. Quelqu'un qui veut devenir professionnel, évidemment, qui va avoir de la pression. Il va avoir des enjeux à gérer qui sont terribles. Et la pression, ça fait partie du sport. Mm. Mais j'ai envie de dire, la pression, tu l'as dans plein d'autres domaines. Mm. Donc, ça fait partie du truc. Il faut savoir que tu vas y être confronté. Mais il faut pas s'en mettre davantage. Mm. De toute façon, tu l'auras, la pression. Ouais. De toute façon, elle sera là. De toute façon, tu vas avoir des difficultés. De toute façon, tu auras du stress. Ça sert à rien d'en rajouter. Il y en a déjà beaucoup. Quand tu vas en compète, tu as la pression. Tu as la pression parce que bah, y a peut-être le club qui attend des résultats de toi. Parce qu'il y a un sélectionneur qui se dit ok, là j'ai mis une pièce sur ce mec. Il arrive, il m'a pas intérêt à me dire j'ai mangé avant de jouer et je peux rien faire. Mm. Un truc tout bête, mais moi par exemple, c'était sur l'hygiène de vie. Mm. Je suis quelqu'un qui est gourmand, Mm. donc je mange. Donc je Tu dis prends du ça avec poids. le sourire. Non, parce que moi, pour moi, la commandise, c'est pas Oui, un oui, péché, c'est un plaisir. oui, oui, on sent que ton visage. Ouais, donc tu Mais, manges, tu prends du et poids. moi, j'ai déjà eu un préparateur physique qui m'a dit qu'est-ce que tu fais là? T'es en Mm. train de perdre pied, tu perds le truc, et moi, je passe pour un con après ou quoi? C'est moi qui te prépare, donc tu dois faire attention. Sur le moment, bah, ça m'a bloqué, mais en réalité, il faut se mettre à sa place. Lui aussi, quand il dit moi j'entraîne un athlète, c'est pour à la fois avoir un athlète. Mm. Voilà, c'est pas pour avoir quelqu'un qui a la carte de fidélité dans tous les restos de Bordeaux. Voilà. Donc il y a une part de pression parce que t'engages des gens avec toi. Ouais. T'engages des gens avec toi, outre tes résultats. Oui, bien sûr, t'es pas seul en fait. Il faut pas se mettre plus de pression que ça, il y en a déjà beaucoup. Oui, Et après, se fixer des objectifs, c'est très bien. Se fixer des objectifs, c'est très bien. Moi, je fais comme ça dans mes études parce que ça m'aide à avoir un repère. Mais quand tu es jeune, avoir des objectifs, c'est hyper important. Un objectif, que ce soit d'études, professionnelles ou sportifs. Tu peux pas avoir 12, 13, 14 ans et aucun objectif. C'est dommage. C'est dommage. Mm. Parce que c'est ça qui va te donner cette émulation pour donner le meilleur de toi-même, finalement. Donc, je leur dirais, ben voilà, se fixer des objectifs à la hauteur de leurs ambitions, à la hauteur de leurs attentes. Ça, c'est très dur quand tu es jeune. Oui, ils Ça visent vient avec trop. le temps, avec la maturité, mais c'est très dur. Ils visent trop haut, trop. Ouais, Oui, voilà, c'est dur de bien sûr. trouver le bon degré réaliste. Bien sûr, tu vois, quand je te dis je veux jouer en 2027 en élite, honnêtement, il y en a beaucoup qui me diraient t'es pas réaliste, moi. Ouais, C'est bah, bien de viser haut, mais t'es voilà. pas réaliste. Oui, bah oui, mais bon, qui Il y a tente une- rien n'a rien non plus. Enfin, C'est ça, si tu te projettes pas, personne ne te projettera à ta place. Donc c'est aussi ce truc de réussir à se projeter un petit peu plus loin, ouais. tout en sachant que faudra pas faut pas forcément être déçu ou se mettre trop de pression. Hmm, Que bon, ça reste un objectif. S'il est atteint, tant mieux. Et s'il est presque atteint, c'est déjà bien, quoi. Non, je sais pas. bien sûr. Moi, tu vois, si je devais te dire quelque chose au mois d'il y a... j'ai 22 ans, donc au mois d'il y a 8 ans, quand j'ai Ouais. commencé à vraiment me poser la question, est-ce que... Au handball, on m'a dit, là, t'es pleine bourre, t'es jeune, j'ai grandi plus tôt que les autres, j'étais plus costaud que les autres, ils m'ont dit, c'est maintenant. Est-ce que tu pars faire, t'en te préparer avec l'équipe qui fait championnat de France ou pas? Est-ce que tu vas t'entraîner plus au hand? Est-ce qu'on te met dans le circuit des sélections un peu plus poussées? Tu vois, j'avais des potes qui commençaient à rentrer en sport-études au Krebs ou des choses comme ça. Mhm. Ou est-ce que tu veux pas? Tu vois, c'est des décisions qu'il faut prendre. Au hockey, on m'a dit, là, on peut te proposer d'aller jouer en équipe de France, mais ça veut dire t'entraîner tous les jours. Et à côté de ça, au lycée, on me disait, attention, t'as des notes qui vont pas, si ta note ne remonte pas, tu vas redoubler.
Et moi, j'ai un père qui est enseignant. C'est des choses qui ne sont pas recevables à la maison. Donc, tu as cette pression qui est terrible. Je pense que le moi plus jeune, je leur ai dit, honnêtement, de faire exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire, tu prends toutes les opportunités que tu as. Tu choisis le sport où tu te sens le mieux. Tu vois, je me sentais moins bien au hand. Oh, ah voilà, c'est ça que je voulais te poser comme question. J'étais moins dans le truc. J'avais pas la même synergie avec les coachs ou avec l'équipe que j'avais pu avoir au Ouais, hockey. tu le sentais pas à Donc, je me suis 100%. dit, je vais dans un sport où je me plais. Mmh. Dentiste, c'est un métier qui me plaît. Mmh. Genre qui me plairait à l'époque. Je peux pas le faire si je suis handballeur pro. Si je pars en lycée sport-études, je diminue drastiquement mes chances de réussir la première année. D'accord. Si je reste dans un lycée qui est exigeant et que derrière je suis en carrière amateur, c'est possible. Ok. Donc je me ferme pas cette porte. Et à côté de ça, je fais un sport où je me sens mieux. Finalement, je vais là-dedans. Mmh. Je suis parti là. Ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de donner à fond dans un sport que j'aime. Et donc au final, tu comptes pas les heures. T'es épuisé, mais tu vois pas le côté négatif. Mais c'est ça, tu vois pas le temps passer, Et enfin, scolairement, derrière, oui, c'est dur. C'est dur pour tout le monde, hein. Mmh. Il y a des gens qui font pas de sport, c'est dur quand même, hein. Mmh. Donc au final, je regrette rien parce que, ok, la seconde, je suis passé à ça de la redoubler, Mmh. mais à côté, j'ai joué champion du monde en Angleterre. Mmh. Et ma seconde, j'ai quand même eu. Oui, oui. Donc tu vois, Oui, et puis finalement, au final, entre faire les championnats du monde et avoir des notes moyennes et pas les faire et avoir 1,5 point de plus sur ta moyenne générale, qu'est-ce qu'on s'en bah oui, fiche? il y a pas de sujet, on est Qu'est-ce qu'on s'en d'accord. fiche? Tu vois, ça ne valait pas le coup. Ouais. Mais je leur dirais, ouais, fixez-vous des objectifs. Il ne faut pas être trop ambitieux trop tôt. Faire une distinction entre rêve et ambition. Un rêve, c'est quelque chose que tu aimerais. Une ambition, c'est quelque chose que tu vas faire. Mmh. Voilà. Mmh. Après, la question du temps, de l'effort, mais c'est la chose que tu vas faire. Mmh. Euh, et après, ouais, de toute façon, dans tous les cas, il faudra donner le meilleur de toi-même, hein. Donc, autant que ce soit dans des choses qui pourtant ont du sens. Et la discipline, t'en penses quoi? La rigueur, le fait d'être, régulier? C'est un vrai sujet, la discipline. En ce moment, quand tu regardes les réseaux sociaux, tu as beaucoup d'influenceurs au fitness ou quoi qui te parlent beaucoup de discipline. Mmh. On parle beaucoup de discipline, de régularité. C'est quoi la discipline? Est-ce que c'est quelque chose qui va être pénible? Est-ce que c'est de la rigueur que tu dois t'imposer tous les jours? Non, ça, c'est une question qui est importante déjà à régler. Mmh. Pour moi, la discipline, en fait, c'est plutôt dans ton état d'esprit. Tu as tes objectifs, tu sais ce que tu es capable de faire ou pas. Pas à chercher, moi, j'ai pas cherché à devenir champion d'Ironman, tu vois. Mmh. Mais derrière, tu sais que voilà, si tu veux atteindre ces objectifs par rapport à ce que tu peux produire, tu vas devoir fournir un effort. Si tu n'es pas prêt à fournir cet effort, eh ben, te fixe pas cet objectif. Pour moi, la discipline, c'est ça. C'est d'être réaliste vis-à-vis de soi-même. Par contre, si tu te fixes cet objectif et que tu commences à faire les efforts pour, il faut pas lâcher. Mmh. Tu vois, je le mettrais plutôt là, le curseur. Ouais, ouais, ouais. Pas à chercher forcément à être dans un idéal sportif ou professionnel, mais vraiment par rapport à ce que tu veux faire et à ce que tu dois faire pour y arriver. Si tu es prêt à mettre les moyens en place, tu les mets. Mmh. C'est ça la discipline pour moi. Ouais. Nourrir ses objectifs, en fait. Exactement. Les alimenter pour se donner les moyens de les atteindre, quoi. Exactement. Je pense que c'est quelque chose qui est important, la discipline. C'est ce qui il manque à beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'ambition ou quoi. Je pense que ça part de là, au départ. Mais, euh, mais au final, c'est quelque chose qui est très positif, à condition de l'aborder correctement. Mmh. Pas rentrer dans une démarche de je me suis pas entraîné aujourd'hui, donc je suis pas bon, c'est pas bien ce que j'ai fait, et de culpabiliser en fait. Mmh. Culpabiliser sur ce que tu as mangé, culpabiliser sur l'effort que tu as fourni, sur la qualité de l'entraînement que tu as pu avoir, sur tes révisions. Toi, tu as fait, un travail par rapport à la culpabilité? Ouais, ouais, beaucoup. C'est très dur hein, au début parce que quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte, tu sais pas trop où tu vas. Là, j'ai de la chance d'être suivi par un préparateur mental. Il s'appelle Benoît Descamps. C'est un homme que j'ai rencontré en septembre qui m'a proposé une préparation pour 1 an. Et j'ai 1 an où j'apprends à découvrir un peu plus les émotions que je ressens, la frustration, la colère, à arriver à garder une certaine motivation tout au long de l'année. L'année, c'est comme ça, tu vois, c'est jamais régulier. Mmh. Donc arriver à garder une motivation et à ce que tu fais, en fait, les efforts que tu peux faire, les sacrifices que tu peux engager, et toujours du sens pour toi. Mmh. Et ça, c'est quelque chose que tu sais pas faire quand tu es jeune. Mmh. Là, tu as pris un préparateur mental pour ton côté, sportif, pour ton côté, médecine, pour, l'ensemble?
pour moi, en tant qu'individu. D'accord, ok. C'est pour le sport, lui et moi on parle sport, Mhm. mais c'est pour moi, Oui, tu oui. vois. Parce que comme je te dis, je transpose beaucoup les choses. Ce qui m'apprend à faire, évidemment, on part sur des matchs. C'est-à-dire que là, je suis dans une situation où il y a une décision de l'arbitre, par exemple, qui me va pas. Elle me va pas. J'ai l'impression de m'être fait enfler. Je ne dois pas péter un câble. Je dois garder mon self-control. Bien sûr. Parce que sinon, ça va répercuter sur moi, peut-être sur les autres, Oui, sur l'équipe, etc. sur l'arbitre directement, qui va peut-être nous en faire encore plus. Oui, oui, oui. Non, mais oui. Bon, c'est pas ok. D'accord. Et tu apprends à gérer ça, à comprendre en fait ce que tu ressens et à le gérer pour après que tu te poses plus cette question à force, ça devienne naturel. Mm. Tu sais gérer ça. Mm. Des fois, j'ai des patients qui sont très compliqués. Mm. J'ai des cas qui sont très difficiles. J'ai des enseignants qui sont très durs. Ça veut pas dire que je vais être mauvais, Mhm. mais je vais ressentir des choses. Et là, pareil, il faut savoir que tu vas les ressentir à ce moment-là. Il faut savoir pourquoi tu les ressens. Et il faut savoir comment derrière maîtriser ça pour que ça n'affecte pas tes qualités d'individu en fait. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que je veux travailler avec ces hommes, tu vois. Ce préparateur mental, c'est le rôle qu'il a avec moi cette saison, c'est de m'apprendre à être un athlète au top, quoi qu'il arrive. Mm. Quoi qu'il arrive. Trop Et bien. évidemment, moi dans mon métier, je veux être un bon dentiste quoi qu'il arrive, donc ça m'aide aussi, tu vois. Ça fait un bel objectif, Mm. C'est clair. être au top quoi qu'il arrive. Mais trop bien. Ça te met une pression de fou. Ah bah, tout à l'heure, tu as dit qu'il fallait pas se mettre la pression. Mais tu te la mets fatalement, en fait. Tu vois, quand je te disais que la pression, elle vient d'elle-même, moi, je ne fais pas ça pour me mettre la pression. Je fais pas ça pour me mettre la pression. Ouais. Mais elle vient. Mm. Parce qu'on a des attentes de toi. On a des attentes de toi. Mes parents ont des attentes de moi scolairement. Tu vois. J'ai un père qui est enseignant, je t'ai dit, pour lui, si je rate une année, c'est terrible. Alors qu'en fait, pas grave. Enfin, je vais pas mourir, hein. Mais c'est terrible. C'est terrible. Moi, j'ai mon préparateur physique, si j'arrive et que je suis pas au top, pour lui, c'est terrible. Tu te mets la pression. Donc il faut tout le temps être au top. Ouais. Et fatalement, la pression, tu l'as et tu apprends à faire avec. En gros. Non, c'est inspirant ce que tu dis sur la gestion des émotions. Et par rapport à ce que je te partageais aussi tout à l'heure, que moi en compétition, quand j'étais gamine, je gère absolument pas mes émotions et c'était la catastrophe. Mhm. Voilà. Et du coup, je me dis finalement, je pense qu'il y en a plein des jeunes à qui ça ferait du bien aussi d'aller sur ces thématiques-là. C'est de plus en plus abordé, hein. Alors je Oui, oui, pense bien sûr. que déjà nos sociétés s'orientent plus sur le bien-être des gens. Bien sûr, Elles y mais pensent de c'est plus vrai en que plus. je suis d'accord. Mais c'est pas non plus automatique. Toi, tu as beaucoup de gens dans ton entourage qui font ça? Non. Non, on est Non. d'accord. Non, et puis même dans l'esprit, tu n'es pas là-dedans. Quand tu es dans des études qui sont dures, on te dit bosse et serre les dents, ça va passer. Quand tu es dans un sport à haut niveau, on te dit entraîne-toi et serre les dents, ça va passer. Oui. Alors, en fait, non. Quand tu fais 8 ans d'études, tu vas pas serrer les dents pendant 8 ans. Quand En tu tout cas, t'entraînes, toi, tu dis non. quand tu t'entraînes pendant 15 ans pour faire de la performance, tu vas pas serrer les dents pendant 15 ans. Sinon, Et- tu fais des burn-out, tu fais du surentraînement, tu craques. Moi, j'ai eu des périodes où j'ai craqué, hein. Mm. Parce que justement, j'étais sur cette démarche de on se serre les dents et on avance. Mais c'est ridicule à la fin. Tu vois, je nageais, je pleurais dans mon masque. J'étais dégoûté à l'idée de faire mes lacets pour aller courir. Quel dommage. Oui. Quel dommage. Bah, en fait, si tu Pas le but. profites pas du chemin, moi je pars toujours un peu de cette idée-là, c'est que ok, l'objectif c'est très cool, etc. Mais profitons du chemin pour y aller aussi, parce qu'en fait c'est notre vie Ouais, clairement. et c'est notre vie de tous les jours, le chemin pour aller vers nos objectifs. Clairement. Donc en fait, si on n'en profite pas un petit peu aussi, ben notre vie elle passe et on va d'objectif en objectif sans kiffer sur le passage, quoi. C'est C'est clair. un peu ce que je me dis en fait. Donc et j'ai l'impression que c'est ce que tu te dis aussi. Enfin voilà. Notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est la gestion de nos émotions, c'est la gestion de notre effort, c'est la gestion de l'environnement dans lequel on est. Le plus gros adversaire, c'est nous-mêmes. Et quand tu te gères pas, le combat est déjà perdu. Tu sens que tu as passé des paliers par rapport à ces thématiques-là de ces dernières années? Ouais. Ouais. Tu sens une différence par rapport à ton état d'esprit d'il y a quelques années? Ouais, mais tu vois, donc je te dis, je suis entré dans le circuit à 14 ans, donc je compare par rapport à quand j'avais 14 ans. Ouais. J'arrivais, t'es en sélection, tes premiers stages, j'avais peur. J'avais peur, j'avais du mal à nager.
Peur de quoi? Peur de mal faire. OK. Peur de mal faire, tu as du mal à nager, c'est un sport d'apnée, mais tu as le souffle coupé, tu as du mal à respirer, tu as le cœur qui s'emballe pour rien Ah ouais, non mais et ça, c'est terrible. sur la gestion des émotions, c'est compliqué aussi, À hein? côté de ça, scolairement, tu te mets une pression de fou. Tu arrives devant la copie, tu te dis: «Bon, bah, voilà, j'étais à la piscine, donc je suis foutu Pourquoi? parce que j'ai pas travaillé, j'étais à la piscine». C'est simple que ça. Eh oui. Mais mais en fait, non et ça, tu l'apprends petit à petit. Quand je suis entré en première année de médecine, je suis entré dans une phase de je passe ma vie à m'entraîner. Enfin, à m'entraîner scolairement, je veux dire et je mets le sport de côté. J'étais pas heureux et en vrai, j'avais une grosse capacité de travail, mais mon niveau scolaire en tant que tel, bah, mon efficacité, elle était pas si impressionnante que ça. Mmh. Elle a commencé à être impressionnante quand, bah, là, je trouve que je suis bien plus efficace cette année parce que je m'entraîne plus, tu vois? Ouais, Peut-être que si en première année, je m'étais dit: «Je vais réviser moins et je vais faire plus de sport», bah, j'aurais peut-être pas eu, ouais. mais je l'aurais peut-être eu avec des meilleurs résultats, qui sait? Oui, bon ça tu peux pas savoir, c'est sûr. Donc au final, bon, le résultat, c'est le principal, mais je pense honnêtement que c'est important d'être capable d'allier les 2, hein, Mmh. tu vois? De trouver, pour soi, Oui, de se sentir bien et de trouver son équilibre en fait. ouais, voilà, tu ta ligne, tu vois? Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'air tellement déterminé. Ah mais je sais où je vais. Ah oui, ça se voit, je trouve dans ta posture et tout, et c'est chouette, mais c'est hyper bien de savoir, où on va. Je pense que c'est là où on est les meilleurs en fait, quand on a une direction. Ouais, Mmh. mais c'est pareil, c'est super dur pour un jeune d'être comme ça. Ah oui. C'est super difficile. Moi, on m'a forcé à choisir très tôt. Je voyais ça comme une mauvaise chose, mais en vrai, avec le recul, bah, c'est une bonne chose de se responsabiliser, de faire une décision, même si c'est tôt. Mais c'est super dur parce que bah, quand tu y crois pas à 100%, tu y es pas à 100%. Mmh. Parce que quand tu sais pas où tu vas, t'hésites. Mmh. Et ça se ressent après évidemment, sur les Voilà. résultats surtout. Moi, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Donc, ben, scolairement, je fournis pas le même effort. Mmh. Et je vis pas pareil mes études. Mmh. Elles sont dures mes études, mais j'en pleure pas, je me rends pas malade. Voilà, t'en as, ils s'en rendent malades, hein. Ouais. Mon sport, il est dur. Ouais, faire du haut niveau, c'est dur. Il y en a qui craquent complet. Toi, tu pleures plus dans ton masque. Non. C'est fini ça. Du moins, si je sens que ça pourrait arriver, je prends assez de recul pour me dire ça vaut pas le coup. Ouais, tu arrives à Voilà. Mais c'est pareil, c'est de la maturité que j'ai pris que j'avais pas avant. oui, mais c'est normal en Tu fait peux en pas attendre vrai. ça d'un mec à Oui, oui, 17-18 oui. ans. Oui, oui, non, Enfin, mais c'est sûr. Ah ça y est, tu un vieux de la vieille, hein. ouais, en gros, je suis tanné. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Est-ce qu'il y a des choses, qu'on n'aurait pas dites sur le hockey subaquatique? Je pense que globalement, on a fait le tour, mis à part, voilà, c'est un sport qui se développe. On va voir jusqu'où ça va nous mener. C'est un sport qui évolue très vite, les équipements évoluent très vite, les gabarits évoluent très vite aussi. Je croise les doigts pour une chose, c'est qu'il n'y ait pas la part du dopage qui vienne vraiment s'immiscer dans le hockey, OK, comme dans tout sport qui se développe. OK. Je pense qu'il y en a qui se dopent, je pense qu'il y en a qui se sont dopés. C'est pas nouveau, dans le sport c'est comme ça. Mais j'espère que ça prendra pas trop d'ampleur, Ouais. tu vois. Oui, que ce sera régulé ou Ouais, enfin, voilà, OK. qu'on protégera les athlètes Ouais. et pas au détriment de la performance. Ouais, bien sûr. OK. Et après sinon sur d'autres choses, est-ce que voilà, est-ce que tu veux partager encore quelque chose? Bon, tu sais, je pense que le message que je pourrais apporter, c'est vraiment, si tu aimes faire quelque chose et que derrière tu as des ambitions, professionnelles ou scolaires, tes ambitions doivent pas être un frein Mmh. à ton plaisir, Mmh. tu vois? J'aimerais vraiment arriver à la fin de mes études et pouvoir, bah, être cet exemple de, j'ai fait quelque chose qui me tenait à cœur. C'était dur, mais je l'ai fait et à côté de ça, bah, j'ai pas lâché ce qui me fait vivre, ce qui me fait vibrer, en fait. Mmh. Arracher les dents, ça me fait pas vibrer. Je trouve ça trop bien. Je trouve ça hyper intéressant, mais ça me fera jamais vibrer autant que mon sport Ouais. Oui, oui, c'est et différent. je pense que c'est super important d'expliquer à ces jeunes que non, sport et études, c'est pas incompatible.
que non, le bien-être, c'est pas quelque chose que tu vas mettre de côté pour la performance, ou qu'elle soit. Que ce soit dans le milieu professionnel, quand tu dédies ta vie à ton travail, à tes études, ou sportif, tu vois. Que ce soit loisir ou alors que ta vie en dépende, tu vois. Parce qu'au final, ta vie, c'est ton bien-être. Donc ça a pas de sens, tu vois. Merci pour ce mot de la fin. C'était Pas de très, souci. très, très, très chouette, très, très inspirant. Avec plaisir. Beaucoup de maturité quand même, je trouve déjà. Et si des gens veulent te suivre, tu as un réseau social, quelque chose? Ouais, moi je suis sur Instagram, Ok, Ramuxo, RAMUTXO, en minuscule. ok. Bah, que je le mettrai dans la description si tu es d'accord. Ouais, pas de souci, Ouais, pas de voilà, ça problème. peut être sympa aussi si tu postes de temps en temps des choses sur le hockey subaquatique. Et où est-ce qu'on peut d'ailleurs voir des choses, des vidéos, etc. Est-ce qu'il y a des... T'as plusieurs médias. Le plus gros média et principal média en France, c'est Morsport. Ok, Ils ont fait leur section UWH pour Underwater Hockey News. ok. Et donc, c'est eux qui vont vraiment communiquer un maximum, organiser des tournois pour que tu puisses suivre les athlètes, en fait, D'accord, sur leurs échéances. ok. Et régulièrement, ils font des podcasts, des interviews, ou même ils suivent les athlètes sur des compétitions internationales. Et T'en as d'autres. Atlantis, je crois. Je sais plus d'où ils viennent, hein, mais pareil, qui filment beaucoup des compétitions internationales. ok. YouTube, ou alors sur les sites de la fédération, directement. C'est la fédération de International de hockey subaquatique, international hockey qui regroupe pas que le subaquatique. hockey subaquatique, mais notamment le hockey subaquatique, CMAS. Ok. Et là-dessus, pareil, tu retrouves des vidéos de matchs que j'ai pu faire en Malaisie ou quoi. D'accord, trop bien. Donc, bon. Bon, bah ok. Bah écoute, super. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, je te souhaite du coup de bien t'entraîner pour les sélections qui arrivent. Ouais, je suis dessus. Ok. Merci. Allez, ciao. Ciao. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube. J'ai envie d'aller chercher d'autres invités. Ici, on parle de sport, de performance, de bien-être, comment on sort de sa zone de confort et comment on essaie de ne pas se cramer malgré tout. Compte sur vous et je vous dis à très très vite. Ciao.